Madame, Monsieur, bienvenue à ce nouveau numéro de votre magazine RDC Environnement. Comme vous le savez, RDC Environnement, c'est votre émission des questions environnementales et du développement durable. Cette production de l'agence Galaxy Media, la République démocratique du Congo est qualifiée de méga biodiversité, un pays à méga biodiversité. C'est donc de cette méga biodiversité que nous allons devoir parler dans cette émission. Et nous avons sur ce plateau un étudiant qui est en deuxième licence environnement au niveau de l'université de Kinshasa. Lui, c'est l'étudiant Jean-Jacques Woto. Jean-Jacques Woto, bonjour. Bonjour monsieur. Bienvenue dans cette émission. Merci, bienvenue à vous aussi. Comment vous allez? Je me porte très bien. Et l'Inikin, comment elle se porte? L'Inikin se porte bien malgré la grève qui a continué il y a longtemps, mais le président de la République a songé de lever cette grève. D'ici là, nous commençons déjà avec les cours. Alors, les années sont élastiques à l'université de Kinshasa, quelque chose qui est de toutes les façons décrié par et les étudiants, même les professeurs. Mais bon, nous pensons que ça va aller avec la levée de la grève. Alors, méga biodiversité, la République démocratique du Congo, comme nous l'avions dit, c'est un pays de méga biodiversité. Pourquoi on dit que la RDC est un pays de méga biodiversité? Mais écoutez, parce que la RDC regorge plusieurs espèces animales, végétales et microbiennes. Disons, la diversité des habitats, de ces habitats, qui font à ce que la RDC regorge plusieurs de ces espèces animales, végétales et microbiennes. C'est pour cela qu'on dit que la RDC est un pays à méga biodiversité. Alors, un pays à méga biodiversité, nous avons donc les espèces animales et végétales. Et est-ce que c'est partout à travers le pays? Parce qu'il y a des pays, des contrées, des régions, des provinces qui peut-être ne regorgent pas autant de biodiversité que d'autres provinces. Oui, bien sûr, il y a certaines provinces ou soit certains territoires qui regorgent des énormes diversités biologiques, mais bien sûr, il y a d'autres côtés où on ne trouve pas la même densité qu'ailleurs. Alors, la RDC, avec cette méga biodiversité, on le dit toujours de toutes les façons, que le pays devrait peut-être tirer aussi le maximum de profits à cause de cette méga biodiversité, mais apparemment, on ne voit rien en termes de dividendes de cette méga biodiversité. Bien sûr, il est important de souligner ici la politique mise en place pour, par exemple, l'UCCN, qui est un établissement public censé de protéger cette biodiversité. La biodiversité peut générer plusieurs revenus, soit beaucoup d'argent dans notre pays, si elle est nécessairement bien protégée. Et si nous développons par exemple le tourisme, mais malheureusement ce n'est pas le cas, notre biodiversité n'est pas bien protégée. D'ailleurs, ça contribue à l'insécurité dans plusieurs coins de pays là où on trouve une forte diversité biologique. Alors, par exemple, comme vous le disiez, dans certains territoires, dans certaines provinces comme les provinces de l'Est, les parcs nationaux dont nous disposons, par exemple, sont devenus des tanières, comme on dit, des groupes armés. Et comment est-ce que le pays peut arriver à valoriser cette méga biodiversité dont le pays dispose exactement? Ok, moi j'ai toujours dit, nous ne pouvons pas, ce qui concerne la protection de la biodiversité au Congo, nous ne pouvons pas à chaque fois chercher à importer les solutions, soit de recherche européenne. Parce que nous n'avons pas les mêmes réalités que les pays occidentaux. Vous voyez par exemple, la vision qu'a un Européen envers la nature, ce n'est pas la même que la population congolaise. Souvent nos populations vivent directement dans la forêt. Et cette forte dépendance sur les ressources naturelles nous amène à réfléchir et proposer d'autres alternatives à ce qui concerne la protection de la biodiversité que le pays de l'Europe. Par exemple, à ce qui concerne certaines espèces animales. Moi, je penserais faire recours aux connaissances endogènes. Exemple, à ce qui concerne la protection des okapis. Nous pouvons prendre cette espèce et collaborer avec les chefs coutumiers et intégrer l'espèce okapi sur la liste des espèces qui sont totalement protégées par la loi coutumière. Vous voyez, avec cette politique, nous pouvons réussir à protéger cette espèce endémique qui est sérieusement menacée d'extinction au Congo. Bon, c'est vrai, les populations autochtones, les pygmées par exemple, ils sont les premières protectrices des ressources naturelles, de nos forêts et même de la biodiversité. Mais aujourd'hui,
il y a ces problèmes d'alternatives, effectivement, parce qu'il n'y a pas d'alternative qu'on propose à ces populations quand on leur dit ne chassez pas, par exemple, ne coupez pas le bois, ne faites pas ceci, ne faites pas cela. Mais il y a un problème d'alternative. Quelles sont les alternatives qu'on propose à ces populations locales, autochtones, pour qu'elles ne puissent pas porter peut-être un coup dur à la biodiversité? Bien sûr, c'est ça le problème. Ouais. Maintenant, c'est d'où le problème. C'est à ce niveau-là que nous devons réfléchir. C'est à ce niveau-là que les spécialistes en ce qui concerne la protection de l'environnement et effectivement de la nature doivent penser de chercher des alternatives à ce qui concerne ce problème. Moi, je penserais que peut-être lorsque vous avez en face une population qui vive de la forêt, vous ne pouvez pas arriver directement et dire à cette population-là, ne coupez pas la forêt. C'est vraiment insensé. Et même si elle peut obéir en face de vous, mais après votre absence, elle fera recours aux ressources forestières parce qu'elle en dépend. Vous voyez, d'où il est ici nécessaire de penser à cette cette manière de faire les choses. Nous devons changer. Parce que souvent, chez nous en RDC, la protection de la biodiversité, nous recopions les résultats de recherche étrangères, ce qui n'est pas bon. Parce que nous n'avons pas la même réalité. Il faut penser à d'autres choses. Par exemple, ce que je vous ai déjà dit, nous devons commencer à chercher des solutions congolaises pour faire face à la surexploitation de la biodiversité congolaise. Il faut cesser à chercher et importer les solutions. Donc il faut des solutions endogènes. Bien sûr. C'est l'une des solutions efficaces. Parce que nos ancêtres ont certaines connaissances à ce qui concerne la protection de la biodiversité. Vous-même, vous venez de souligner ils sont les premiers protecteurs des forêts, effectivement. Par exemple. Oui. Alors, la biodiversité, c'est vrai, c'est pas disséminée de la même façon sur l'ensemble du territoire national. Il y a des provinces qui sont forestières, c'est vrai, et là-dedans, ce sont des habitats de la biodiversité animale. Et par exemple, si nous allons dans la province l'ancienne province de l'Équateur ou de la province orientale, l'Est, par exemple, avec là où nous avons les parcs nationaux, il y a une concentration de la biodiversité, mais qui est bien sûr menacée, par exemple pour certaines espèces menacées d'extinction. C'est comme le cas de l'okapi ou encore le cas de bonobo, qui sont des espèces peut-être endémiques qu'on ne retrouve qu'en République démocratique du Congo. Mais est-ce que la politique aujourd'hui, la politique de gestion de notre biodiversité, est-ce qu'elle est à la hauteur de la protection de cette biodiversité? Moi, je pense que non. Pourquoi? Si l'on avait une politique efficace, nous ne devrions pas avoir aujourd'hui. Vous savez que presque chaque année, nous perdons une espèce animale ou végétale dans notre pays. Et si la politique était bonne et efficace, on ne pouvait pas connaître ce problème. Et aujourd'hui, si réellement on avait une bonne politique à ce qui concerne la protection de la biodiversité, nos espèces endémiques ne pourront pas être maintenant presque disparues. Je vous annonce qu'il y a une diminution totale du nombre de okapis actuellement en RDC. Et les okapis, c'est la question que je me pose aussi. Pourquoi l'okapi doit-il se retrouver en Belgique, aux États-Unis, en plus grand nombre qu'en RDC? Et pourtant que c'est nous qui détenons les okapis. Je pense que la politique mise en place par nos autorités n'est pas du tout efficace. Donc il y a une exportation de cette espèce vers les pays étrangers, c'est ce que vous voulez dire? Bien sûr, mais je peux vous confirmer aujourd'hui qu'en Belgique, ils ont le plus grand nombre d'okapis que la RDC. Comment l'okapi a-t-il réussi à mettre bas aux États-Unis? C'est une espèce endémique. Endémique de la RDC. Lorsqu'on parle d'une espèce endémique de la RDC, cela veut dire que l'espèce ne se retrouve qu'en RDC. Mais pourquoi l'okapi doit-il se retrouver en plus grand nombre en Belgique, aux États-Unis qu'en RDC? Alors, vous avez remarqué un fait, s'il faut le dire ainsi, un fait, c'est au niveau de la province du Sankourou. Et là, dans la province du Sankourou, et précisément dans le territoire de Lomela, il y a quelque chose qui vous a tiqué. Est-ce que vous pouvez nous en parler? Bien sûr, c'est une information qui intéresse l'opinion tant nationale qu'internationale. Le territoire de Lomela fait partie des 6 territoires de la jeune province du Sankourou. Le territoire est bâti au centre ou au milieu de la forêt équatoriale dense.
Et ce territoire regorge plusieurs espèces endémiques de la RDC, notamment les okapis, les éléphants des forêts denses, les bonobos et plusieurs espèces de primates. Mais le grand souci sur lequel cette biodiversité est aujourd'hui sérieusement menacée d'extinction. Il y a de cela, en 2007 j'espère, il y a eu création d'une réserve naturelle du Sankuru, mais qui jusqu'ici ne bénéficie d'aucune stratégie de conservation et de protection. Il n'y a aucun agent de l'ICCN sur le terrain, aucune structure sérieuse qui œuvre pour la protection de ces espèces. Et bien ces espèces aujourd'hui sont trouvées à la merci de la population. Et pourtant que ce sont des espèces endémiques qui méritent d'être protégées et bien conservées. Est-ce qu'il y a une étude qui a été menée là-dessus pour savoir réellement que des espèces qui se trouvent sur ce territoire sont menacées d'extinction, comme l'okapi, comme vous l'avez dit? Bien sûr, récemment ici, il y a même nos frères d'Environ News l'avaient confirmé, et même le ministre actuel de l'Environnement avait fait une déclaration en dénonçant l'abattage d'un okapi à Lomé. Et je vous informe que les peaux des okapis et plusieurs des ivoires des éléphants sont importés de Lomé vers Kinshasa pour être vendus. Et tout cela, c'est au vu aussi des autorités. Effectivement, et nous sommes en train de déplorer, au vu et au su de toutes les autorités. Et je vous ai dit, le ministre actuel de l'Environnement avait dénoncé. Et moi, je me pose toujours la question. Oui, il est bien de dénoncer. C'est elle est l'autorité, en fait. Bien sûr. L'autorité tutelle, c'est lui qui gère l'environnement RDC. Bien sûr, il est bien de dénoncer. Vous aviez dénoncé. Mais qu'est-ce que vous aviez trouvé comme solution, soit alternative, pour remédier à cette problématique? C'est ça la grande question. Il n'y a pas de réponse. C'est comme ça qu'on parlait d'ailleurs de la politique. Quelle est cette politique qui est mise en place pour gérer effectivement cette biodiversité? Donc le problème se pose, la question se pose, se repose une fois de plus. Donc il y a un problème de politique de gestion de notre biodiversité. Et sur le terrain, comment ça se passe en fait par rapport à cette biodiversité dans les territoires de Lomé? Sur le terrain, comment ça se passe? Et merci, monsieur le journaliste. Je vous informe ici que je suis originaire de ce territoire. Le territoire de Lomé regorge plusieurs espèces animales, végétales et microbiennes qui nécessitent une protection énorme. Et si et seulement si nous continuons à vivre comme cela, nous risquerons de perdre d'autres espèces nous n'aurons pas connues au territoire de Lomé. Il y a des études de M. Foster, c'est un des chercheurs de l'université de Kisangani, qui a confirmé la présence de plusieurs populations de bonobos et éléphants de forêt au territoire de Lomé. Mais celles-ci sont aujourd'hui menacées par les activités anthropiques, notamment les commerces illicites, les organes des espèces animales et la chasse pour le commerce de viande de brousse. C'est ce qui menace sérieusement cette méga biodiversité. Mais on se pose le plus grand souci que moi j'en ai, et que l'ICCN ne tient pas compte de tout cela. L'ICCN est informé, mais il ne pense pas. Et donc, il est ici l'occasion d'interpeller le ministre de l'Environnement et le DG de l'ICCN de se rendre sur le terrain et chercher à mener des études pour que cette population animale et végétale qui regorge le territoire soit protégée. Comme qui dirait, le jour qu'on aura peut-être tué le dernier animal ou encore abattu le dernier arbre, pêché le dernier poisson, c'est ce jour-là qu'on va savoir que l'argent n'est pas comestible, mais pendant ce temps, les commerces illicites, que ce soit du bois, que ce soit des espèces qui sont parfois endémiques, ces commerces-là, ils se poursuivent aux grandes dames de nous tous qui défendons peut-être l'environnement, mais nous risquons encore de revenir sur l'aspect qui est lié à l'alternative ou aux alternatives qu'il faut réserver à ces populations ou à ces chasseurs à qui on dit il ne faut pas chasser, il ne faut pas abattre. Donc la question de l'alternative ou des alternatives revient toujours surface. Mais vous, en tant qu'étudiant, comment vous voyez l'issue d'une telle situation? Écoutez, moi, j'ai toujours dit en ce qui concerne la protection de la biodiversité de Lomé, nous avons déjà une solution. Et la solution c'est laquelle, vu que la population dépend directement des ressources forestières, et cette forte dépendance aux ressources forestières
entraîne la dégradation ou la surexploitation de ces ressources. Il est aussi important de trouver des alternatives. Par exemple, l'élevage des porcs, qui est générateur de revenus à ces coins du pays. Et maintenant, tout en cherchant à collaborer avec les autorités coutumières, les chefs coutumiers, pour intégrer ces espèces phares que nous avons, je cite, les bonobos, les éléphants, les okapis, les intégrer dans notre liste des espèces qui sont interdites d'être chassées par notre loi coutumière. Puisque notre loi coutumière est très rigoureuse. Elle n'est pas comme la loi pénale. Si vous abusez de la loi coutumière, vous perdez la vie. Et comme la population connaît que notre loi coutumière est très rigoureuse, à ce moment-là, ces espèces seront protégées. Donc, il faut vraiment qu'on mette un accent particulier sur l'application de la loi coutumière. Bien sûr, tout en développant des activités génératrices de revenus. Puisque vous ne pouvez pas quand même, si on protège l'environnement, c'est pour assurer à l'homme une bonne vie. Vous ne pouvez pas seulement chercher à conserver les espèces forestières, donc la population demeure dans une pauvreté amère. Parce qu'on va se poser la question de savoir pour qui on fait la conservation. Bien évidemment, la protection de l'environnement, c'est pour assurer à l'homme une bonne vie. Alors, la population congolaise, c'est en grande partie une population qui pratique l'agriculture. Et par agriculture, on peut parler non seulement de l'agriculture en tant que champ ou défrichage, mais aussi élevage des poissons, élevage des animaux. Comme vous l'avez d'ailleurs proposé, on peut développer des activités génératrices de recettes, mais c'est parfois un problème de culture aussi. Parce que une population locale, autochtone, qui sait que pour elle, il faut aller en brousse, c'est là où on va trouver ce qu'il y a à manger. Parce que la forêt constitue, en fait, pour elle, le supermarché. Il faut aller dans la forêt pour trouver de quoi manger. Comment changer cette mentalité-là de cette population qui est habituée à aller dans la forêt pour trouver de quoi manger et l'orienter vers les activités génératrices de recettes, par exemple? Vous avez dit, c'est une question vraiment intéressante. J'ai pensé à l'élevage des porcs. Pourquoi? Parce que cette pratique s'effectue déjà dans ce coin du pays. La population commence déjà à faire l'élevage des porcs. Mais tout en manquant des techniques modernes qui peuvent aider à cette population d'élever un grand nombre des individus de ces porcs-là. La raison pour laquelle j'ai opté pour l'élevage des porcs, qui est déjà une pratique qui s'effectue là-bas, et donc la population aura la capacité de s'adapter facilement. Alors l'adaptation, c'est vrai que cette population peut s'adapter facilement, mais est-ce que au niveau est-ce que vous avez essayé de sonder au niveau, par exemple, de l'Omela dont nous parlions, que cette population est ouverte à de telles initiatives? Bien sûr, la population ouverte, je vous ai dit qu'elle-même commence à envie de développer l'élevage. Mais peut-être c'est un problème de comment commencer. Et l'orientation, il faut que cette population soit encadrée. Parce que vous savez aujourd'hui, l'élevage, que ce soit la pisciculture, l'élevage, la phytotechnie, la zootechnie, il faut qu'il y ait des techniques modernes qui peuvent nous aider à avoir un résultat bien attendu énorme. Nous sommes au niveau de l'Omela, dans la province du Sankourou, mais il y a certaines provinces aujourd'hui qui n'ont plus rien du tout. Hier, on parlait de la forêt de Mayumbe, mais aujourd'hui, on dit qu'il n'y a presque plus de forêt. Parce qu'on a coupé, parce qu'on a défriché. Quelle alternative, quelle solution aujourd'hui qu'il faut proposer dans des provinces comme ça? Est-ce qu'il faut aller au reboisement? Et quel type d'essence qu'il faut reboiser aujourd'hui? Oui, bien sûr, il faut aller au reboisement. Lorsque vous avez peut-être des étendues, des forêts qui sont déjà disparues, il faut aller au reboisement. Et c'est pourquoi je vous ai dit, c'est déjà un indicateur. Lorsque vous m'aviez posé la question de savoir quelle est la politique, comment vous trouvez la politique de la gestion de la biodiversité au Congo, j'ai dit que c'est catastrophique. Voilà un indicateur. C'est ce qui prouve que la biodiversité n'est pas bien, notre biodiversité n'est pas bien protégée. Et si elle était bien protégée, nous ne pourrions pas perdre des étendues de forêts comme cela. Et la politique, pour moi, je penserais utiliser des essences, et bien entendu ceux qui ont la croissance rapide et pour avoir des forêts un peu si vite pour satisfaire aux besoins
environnementale, mais aussi des populations riveraines. Il y a certaines espèces peut-être qui apportent aussi un coup dur au sol, parce que là aussi il faut réfléchir sur les types d'essences qu'il faut planter pour régénérer, qui doivent aussi contribuer à la régénération du sol. Oui, par exemple, nous pouvons utiliser l'Ania Willowitz. C'est une espèce qui a été reboisée au niveau de la 16e rue limitée. C'est une espèce, d'ailleurs, notre espèce locale, qu'on peut utiliser pour avoir restauré ces forêts que nous avions perdues. Et l'agroforesterie, qu'est-ce que vous en pensez? Oui, l'agroforesterie est une bonne pratique. Oui. C'est une pratique qui protège, une agriculture qui protège notre environnement. Et tout en ayant aussi une diversité de produits agricoles. Et ça peut contribuer et au reboisement et aussi à l'agriculture. Bien sûr, vous avez des produits agricoles de bonne quantité, diversifiés, et tout en protégeant les sols et aussi le climat. C'est une pratique d'ailleurs pour nous qui est louable. Aujourd'hui, le monde court à sa perte à cause du réchauffement climatique. On parle des forêts, c'est vrai, il faut arrêter avec la déforestation et la dégradation des forêts. Mais il y a aussi l'industrie qui est là, qui pompe autant de tonnes de gaz carbonique dans l'atmosphère. Et l'homme, pour lui, c'est d'abord le capitalisme, c'est d'abord l'intérêt. Il faut couper pour vendre le bois, il faut pêcher à grande échelle, il faut tuer les animaux pour les vendre, c'est l'intérêt qui prime. Où allons-nous aujourd'hui? J'ai toujours dit, la RDC est court, nous allons vers des catastrophes écologiques énormes. Peut-être l'homme congolais se rendra compte de l'impact de ces activités néfastes sur l'environnement. Le jour où le dernier poisson sera empoisonné et le dernier arbre sera abattu. La protection de l'environnement doit être l'affaire de nous tous. Car nous vivons dans l'environnement, c'est dans l'environnement que nous trouvons, c'est à quoi nous avons besoin pour manger. C'est dans l'environnement que nous construisons. La raison pour laquelle nous devons nous tous fournir des efforts pour la protection de l'environnement congolais. Alors protéger l'environnement, il y a cet aspect dont on parle parfois, c'est que nos poissons, comme ils ne sont pas pêchés dans nos lacs et rivières, ils meurent de vieillesse. Et pourtant, certaines théories pensent aujourd'hui que ces poissons ne meurent pas de vieillesse, mais au contraire, ils meurent à cause de la pollution des eaux. Oui, les avis sont partagés. Mais normalement, j'ai vu le nombre de l'exploitation minière en RDC. Nous pouvons conclure ainsi, si nous étions dans les sites à forte exploitation minière, mais aussi, cela peut être évident que ces espèces meurent de vieillesse. Oui, les avis sont partagés de toutes les façons. Bien évidemment. Si on prend le cas de l'exploitation minière, vous savez, dans les zones minières, ce qui se passe, vous savez que les rivières sont polluées avec les rejets des minerais, et ces rejets des minerais qui rentrent sur les rivières polluent l'eau et par ricochet pollue ces poissons qui vivent dans ces eaux, et puis bien sûr ces poissons peuvent mourir, n'est-ce pas? Bien sûr, il est ainsi d'où les scientifiques ont prévu l'étude d'impact environnemental et social avant la réalisation de tout projet qui peut avoir l'incidence sur l'environnement. Et nous on se pose des questions, quel est le rôle de notre agence congolaise de l'environnement? Et si réellement tous les projets miniers qui s'effectuent en RDC passaient par l'étude d'impact environnemental et social, nous pourrions connaître toutes ces catastrophes que nous connaissons aujourd'hui en Chenemar. Ce qui veut dire que les exploitants miniers qui sont en RDC ne réalisent pas réellement ces études d'impact environnemental et social. Ou soit ces études sont réalisées, mais il n'y a pas un bon suivi émanant de l'Agence congolaise de l'environnement. Alors, études d'impact environnemental et social, c'est vrai, ces études sont parfois menées, mais des fois, il n'y a pas de suivi, comme vous le dites. La biodiversité, nous en parlons, bien sûr. Jean-Jacques, au niveau de l'université, on nous apprend ce qu'on nous apprend, c'est vrai, mais sur le terrain, c'est un autre monde, bien sûr, entre la théorie qu'on nous apprend à l'université et la pratique sur le terrain. Est-ce qu'il y a moyen de concilier la théorie et la pratique? Bien évidemment, c'est ce que moi j'aime beaucoup. Souvent, ce que nous apprenons à l'université est contraire à ce que nous vivons dans le monde professionnel.
Alors, quelles sont les initiatives que vous prenez? Parce que, vous l'avez dit tantôt, la protection de l'environnement, c'est l'affaire de tous. La préservation, la conservation de notre environnement, c'est l'affaire de tous. Vous, en particulier, en ce qui vous concerne, vous êtes étudiant, c'est vrai, mais est-ce qu'il y a des initiatives que vous prenez déjà pour contribuer à la protection de notre environnement? Effectivement, c'est une bonne question. Moi-même, je suis éco-activiste. J'ai, moi, de plusieurs groupes à travers lesquels je fais la sensibilisation sur la gestion des déchets. Congo écologique, c'est une structure dans laquelle je suis en train d'œuvrer pour la protection de l'environnement. Je sensibilise les jeunes. Je vous informe que je suis en train de recycler les déchets en pneus. Je le fais, je recycle à plusieurs objets qui sont utilisables. Par exemple, les poubelles, les meubles. Et ce sont des pratiques qui contribuent à la protection de notre environnement. Oui. On pourra passer un jour à votre atelier, peut-être pour nous en rendre compte. Alors, qu'est-ce que vous pouvez dire? On va terminer avec cette émission. La gestion de notre biodiversité, c'est vrai, elle pose problème. Il faut des solutions innovantes et innovatrices pour que cette biodiversité puisse être gérée de façon durable, et surtout parce qu'il ne faut seulement pas penser aux générations présentes, mais surtout penser aux générations futures. Nous sommes en train de passer, mais il y a d'autres générations qui vont nous remplacer. Et qu'est-ce qu'il faut dire pour que ces générations qui vont nous remplacer ne puissent pas trouver un monde peut-être invivable, mais puissent trouver réellement un monde vivable? Évidemment, nous devons penser aux générations futures. Parce que si et seulement si nous avions bénéficié du bien de notre pays, nous aussi nous devons léguer aux générations futures. Et donc, nous devons utiliser rationnellement nos ressources naturelles d'une façon que les générations qui viendront après nous puissent en bénéficier. Je ne remets pas en cause les connaissances, car le personnel est de l'ICC, mais néanmoins, ce personnel doit travailler pour trouver d'autres alternatives à ce qui concerne la biodiversité, la protection de la biodiversité au Congo. Alors, que dire pour terminer avec cette émission? Biodiversité menacée, espèces menacées d'extinction à travers le pays, mais aussi à travers le monde aussi, parce que ce n'est pas seulement en République démocratique du Congo où ces espèces sont menacées, mais comme nous sommes en RDC, nous parlons de la RDC, notre pays, il y a bien sûr des espèces qui sont menacées d'extinction. Dans les territoires de l'Omela, comme vous l'avez dit, il y a cet aspect-là, où on voit des gens brandir des espèces qu'ils ont abattues, tuées, et puis ils s'en font la tête. Que dire aujourd'hui pour que notre biodiversité soit gérée de façon durable et pour qu'elle puisse en tout cas contribuer au développement de la République démocratique du Congo, notre pays? Et donc, tout en connaissant que la forte dépendance des populations riveraines sur les ressources forestières étant une cause majeure, et la solution idoine serait de réduire la réduction de la pauvreté de ces populations riveraines, et tout en ayant la sécurité énorme de nos aires protégées. Voilà, c'est bien dit. Il faut que nous puissions penser à protéger cette biodiversité. C'est vrai, les populations locales, autochtones dépendent effectivement de cette biodiversité. Il faut trouver des alternatives. Et il faut dire aujourd'hui que nous n'empruntons pas la terre de nos ancêtres, mais plutôt nous l'empruntons de nos enfants. Parce que c'est ça le développement durable dont a parlé Antoine de Saint-Exupéry. Jean-Jacques Ouoto, merci. Je vous remercie. Merci également à vous, madame, monsieur, d'avoir suivi cette émission. Merci à toute l'équipe qui a concouru à la réalisation de RDC Environnement de ces jours. Je vois Landry Nyangui, Fanfa Makitou, Guillaume Zemede Gonzac et à toute l'équipe, tous les héros dans l'ombre. RDC Environnement reviendra donc la semaine prochaine. D'ici là, portez-vous bien et bonne suite de programmes sur votre chaîne. Prenez soin de vous, mais surtout, comme nous le disons toujours, prenez soin de votre environnement. Cet environnement qui ne doit pas brûler, parce que s'il brûle, c'est nous tous qui allons brûler. Nous sommes tous dans un même radeau. Nous sommes tous dans un même bateau. Merci et à très bientôt.